De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Daouda Tal et Malika Cher sont toujours avec nous, ainsi que notre invité Samuel Bajoum, écrivain-chercheur. Les PME, les petites et moyennes entreprises, en dépit de leur rôle clé dans la réduction de la pauvreté sur le continent africain, ne bénéficient pas suffisamment de financement. Le constat est d'autant plus palpable en Afrique centrale, où le taux de financement des PME reste encore faible comparativement aux autres régions du continent. Le point avec ce sujet d'Aimé Makofi. Dans les pays d'Afrique centrale, les petites et moyennes entreprises souffrent du problème d'accès au financement. Le constat est partagé par la plupart des acteurs économiques de la région, à l'instar du gouverneur de la BEAC. Selon Lucas Abagan Chama, malgré un taux de croissance moyen de 5% au cours de la dernière décennie, le financement qui doit accélérer la croissance se révèle insuffisant, ce qui ne devrait pas être le cas. L'amélioration du niveau d'accès aux services financiers est de nature à réduire les activités informelles, les blanchiments d'argent et les inégalités sociales pour une croissance inclusive et durable. Face au déficit de financement des petites et moyennes entreprises auprès des banques, les responsabilités restent partagées. Les PME, c'est vrai que d'un côté, on pourrait se dire que les dossiers ne sont pas suffisamment élaborés pour que ces dossiers-là soient bancables. Vous avez aussi, de l'autre côté, une action communautaire qui est une action qui est très très frileuse et très très fragile. Quand on fait une comparaison comparée à l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus dynamique à ce niveau-là en ce qui concerne le financement des entreprises. L'Afrique centrale est énormément en retard là-dessus. Même quand je regarde l'Afrique de l'Est de l'autre côté, du côté du Kenya, du côté du Rwanda et tout ce qui s'ensuit, les choses bougent beaucoup plus. Au fin de parvenir à une croissance inclusive et durable sur l'ensemble du continent africain, le fonds de garantie pour les PME a été mis en place avec un capital de 50 millions de dollars. Ce capital devra atteindre d'ici les 5 prochaines années 500 millions de dollars. Grâce donc à son appui aux banques, le fonds de garantie va générer environ 2 milliards de dollars de nouveaux prêts et les bénéficiaires seront plus de 10 000 jeunes entreprises africaines à moyen terme. Malik, c'est un constat, en Afrique centrale, les PME peinent encore plus à accéder au financement que dans les autres sous-régions du continent? Oui, c'est un problème parce que l'Afrique centrale a du mal à dynamiser son marché commun par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Et ces PME-là, quand même, si elles n'ont pas de financement, elles ne peuvent pas participer au dynamisme de l'économie de cette région. Et c'est un véritable problème parce qu'une PME, son but, c'est d'améliorer sa taille critique. C'est aussi de devenir une grande entreprise et d'être un acteur majeur dans l'économie des pays de la sous-région. Donc c'est une problématique qui se pose en Afrique centrale, mais dans toutes les autres parties du continent. Maintenant, c'est aux banques centrales de prendre leurs responsabilités. Elles commencent à l'avoir. Elles commencent à mettre des taux directeurs d'intérêt un peu plus bas. Elles essayent d'imposer la gratuité des frais bancaires. Il y a des dispositifs qui sont mis en branle comme ça dans toute la région. Donc il faut attendre un peu pour voir si le dispositif est vraiment efficace. Ça demande du temps. Alors, on le sait, les PME jouent un rôle très important dans le développement de nos économies, mais les États en sont-ils vraiment conscients ? Les États doivent en être conscients, ce n'est pas le cas forcément partout. Et quand on voit les priorités, quand on a un budget, une politique à mener, on fait des choix. Et malheureusement, dans certains cas, en tout cas, les choix ne sont pas faits au profit de ces petites et moyennes entreprises. Moi, de toute façon, c'est simple. Ce que je pense toujours, c'est que l'Afrique ne peut pas se développer sans un tissu de PME, petites et moyennes entreprises, ou voire des très petites entreprises qui sont aujourd'hui dans le secteur informel et qui pourraient se formaliser. On ne peut pas se développer sans un tissu de PME florissant, productif, créateur d'emplois, etc. Dans tous les pays développés, même en Europe, que ce soit ailleurs, l'économie est tirée par les petites et moyennes entreprises et c'est exactement le cas aussi chez nous, en Afrique en tout cas. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, qu'on a vu aussi dans l'idée qui a été évoquée par le reportage, c'est des fonds de garantie. À mon avis, l'une des meilleures solutions, c'est de mettre en place des fonds de garantie pour que les entreprises puissent solliciter en tout cas ces fonds-là pour pouvoir lever des fonds via des garanties de l'État, des choses comme ça. C'est intéressant, mais il faudrait mettre plus d'argent dans ce type de fonds, parce que cette volonté politique va
permettre de tirer les banques aussi vers ça. Alors, Monsieur Mbajoum, pour monter sa propre structure, il faut emprunter. Donc, c'est bien de prêter à ces petites et moyennes entreprises. Encore faut-il que les taux soient beaucoup moins élevés. L'Afrique centrale est la zone où la culture des banquiers est totalement négative. Totalement. Mais alors là, je ne vais pas être tendre avec eux, parce que c'est des gens qui, à mon avis, ne comprennent rien à l'avancée du monde. Vous avez des gens qui ils préfèrent prêter de l'argent pour des projets immédiatement rentables. C'est-à-dire, vous voulez construire un immeuble à location, ou alors on vous donne de l'argent parce que, bon, ils estiment, et l'explication qu'ils donnent, c'est que, bon, si je prête de l'argent et que vous n'êtes pas capable de rembourser, qu'est-ce que je fais? Il dit, par contre, quand quelqu'un veut construire de l'immeuble, il a son titre foncier que je peux saisir et me payer là-dessus. Donc, on n'a pas cette culture de l'évolution de l'aide. Hein, c'est-à-dire que pour eux, investir dans les petites et moyennes entreprises, c'est du gâchis. Je dis, c'est leur conception des choses. C'est leur gâchis parce qu'ils ne sont pas sûrs de rentrer dans leurs frais. Et puis, bon, ça ne sert à rien parce qu'ils ne voient pas toujours l'importance des petites et moyennes entreprises. Et les gens sont en train de ramer. Il y a des gens qui ont des projets viables. On a vu, par exemple, de plus en plus des Africains qui s'impliquent, hein, des jeunes qui créent des tablettes, qui sont vraiment dans des startups et tout ça. Mais les banques préfèrent cumuler l'argent. Et puis, bon, ils ont de l'argent à revendre. Ils immobilisent ça, ils préfèrent, bon, peut-être faire des prêts usuraires auprès de certains hommes d'affaires que d'aider les petites entreprises. Et je pense que le rôle du banquier n'est pas celui-là. Et malheureusement, en France aussi, c'est un peu le mauvais héritage de la France, parce qu'on a vu ici aussi en France, combien de jeunes créateurs ici en France sont obligés de s'exiler aux États-Unis. Il a un projet de 5 000 €, on lui refuse, parce qu'on s'est dit, bon, c'est pas rentable. Donc, c'est un peu la culture qu'on a prise. Et en Afrique centrale, c'est vraiment le contre-exemple, parce qu'en Afrique de l'Ouest, ça marche. C'est fini. Faire de l'agriculture le second pôle de la croissance économique et œuvrer à l'exportation de ces produits, c'est désormais l'un des principaux objectifs du Nigeria. Il s'agit de trouver un mécanisme de renforcement de l'économie, une économie qui subit actuellement les fortes pressions en raison des fluctuations du prix du baril du pétrole. Reportage de notre correspondante au Nigeria, Afolake Oyinloye. Le Nigeria souhaite réduire la forte dépendance de son économie aux exportations pétrolières. Depuis des décennies, l'économie nigériane est portée essentiellement par l'exportation des hydrocarbures. Cette situation a de fortes incidences sur les performances économiques du pays, surtout en cas de fluctuation des prix du baril de pétrole. Pour inverser cette tendance, l'État nigérien a choisi de procéder à la diversification de son économie. Il compte miser sur l'agriculture. L'agriculture est le meilleur secteur qui va renforcer l'économie. À mon avis, c'est encore mieux que le pétrole. Si nous sommes en mesure de nous concentrer sur l'agriculture, le Nigeria a tout ce qu'il faut pour être le prochain exportateur mondial de produits alimentaires. Pour parvenir à se hisser au rang des premiers pays exportateurs de produits agricoles au monde, le Nigeria a mis en place une assurance récolte. Les bénéficiaires sont plus de 5 millions d'agriculteurs. D'autres textes ont été également votés à l'Assemblée nationale pour faire de ce secteur d'ici 2020 le second pilier de l'économie nigériane. Récemment, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la biosécurité. Ce projet de loi promeut de nouveaux moyens de production au-delà de l'agriculture conventionnelle. S'il est appliqué, le Nigeria sera un pays qui comptera sur l'agriculture dans les 4 prochaines années. L'apport du secteur agricole à l'économie nigériane reste faible. Il est de 30%. Le Nigeria veut donc exploiter tout son potentiel agricole et cela passe par l'application de toutes les mesures prises dans ce sens. Malik, est-ce que les pays concernés par cette chute du prix du baril, pas seulement le Nigeria, auraient pu anticiper la situation ? Ils auraient pu, mais malheureusement, le Nigeria, comme les autres pays pétroliers, ont négligé l'agriculture pendant des décennies, se concentrant sur les industries lourdes. C'est le cas du Nigeria, c'est le cas de l'Angola, c'est le cas de l'Algérie. Ces pays-là, pendant les années 70, ont vu le pétrole comme un fabuleux mode de développement et se sont investis trop massivement dans le secteur pétrolier aux dépens de l'agriculture, qui normalement, vous savez que l'activité agricole, c'est la pierre angulaire d'un bon développement économique, parce qu'assurer
la sécurité alimentaire, c'est la première des choses qu'un État doit faire. Donc le Nigeria, qui pourtant avait quand même une filière agricole dynamique pendant les années 80, jusqu'à la fin des années 90, a délaissé ce secteur et pourtant il peut permettre à ce pays d'avoir des produits qui peuvent arriver sur de grands marchés internationaux et avec une valeur ajoutée certaine. Donc c'est au Nigeria de prendre conscience de son potentiel agricole et de ne pas rééditer les mauvais exemples de l'Algérie ou d'autres pays. Daouda, on en revient toujours sur ce plateau au problème de la diversification économique de nos pays. Tout à fait. C'est toujours le même problème. Effectivement, il faudrait renverser la tendance parce qu'avoir plus de la moitié des recettes d'exportation issues des hydrocarbures, quand vous êtes un pays comme ça, c'est quand même très compliqué. Donc, il faudrait renverser la tendance, d'autant plus qu'on ne transforme pas le pétrole de toute façon. Les pays qui produisent du pétrole exportent la matière, c'est raffiné et ils l'importent à nouveau. Donc il n'y a que l'agriculture. Par contre, avec l'agriculture, on peut de toute façon transformer des produits. Donc à mon avis, il faut aller vers des secteurs qui permettent la transformation. Parce que l'industrie agricole, exactement, agroalimentaire, parce que c'est la transformation qui permet de créer des emplois, qui permet de refinancer l'économie, etc., etc. Donc je pense que le Nigeria, en tout cas, cette annonce est la bienvenue. J'espère que tout simplement qu'elle sera mise en œuvre et bien mise en œuvre, parce que bon, au-delà de la volonté politique, dans les États africains, la plupart du temps, c'est la mise en œuvre des projets qui fait défaut également. Monsieur Mbajoum, toutes ces économies de rente qui ambitionnent justement de diversifier leur économie, en ont-elles vraiment les moyens? Ben oui, ils peuvent se donner les moyens. Le Nigeria, je suis content de voir que le Nigeria prend enfin pleinement conscience de l'importance de l'agriculture. Parce qu'effectivement, les pays, le pétrole a créé une sorte d'engouement. On pensait que le pétrole allait résoudre tous les problèmes et tout. Et malheureusement, les pays qui ont eu du pétrole et beaucoup de pétrole sont ceux qui ont été le plus victimes de l'abandon, entre guillemets, de l'agriculture. Bon, au Cameroun, nous avons eu une chance extraordinaire d'avoir un président, à l'époque où le pétrole, on avait découvert le pétrole, le président Ahidjo, pour ne pas le nommer, qui avait dit, attention, le pétrole, avant le pétrole, il y avait l'agriculture, après le pétrole, il y aura l'agriculture. Et c'est pour ça qu'il avait lancé des opérations extraordinaires comme Opération Ceinture Verte, la Révolution Verte et tout, qui ont permis au Cameroun de tenir le cap. Pendant les années de brève, comme on dit là, où il y a eu vraiment beaucoup de tensions politiques, si ça n'a pas explosé, c'est justement parce que les gens avaient à manger. Curieusement, les gens avaient à manger, les gens n'avaient pas faim. Parce qu'il y avait à manger avec l'équivalent de 100 francs CFA, c'est-à-dire un franc de l'époque, un franc français de l'époque, on mangeait un bon repas. Donc ça a calmé les gens. Et le Cameroun est devenu d'ailleurs le grenier des pays de la SEMAC. Donc pour dire que l'agriculture est extrêmement importante, tant mieux si le pétrole permet maintenant de développer d'autres secteurs comme les infrastructures, l'industrie et tout, mais vraiment il faut que le pétrole serve d'abord à nourrir la population, c'est-à-dire à préparer les moyens de nourrir la population et de ne pas être exposé à des aléas qui peuvent être extrêmement dangereux pour le pays. Notamment l'aléa de la faim, la pénurie alimentaire, c'est dangereux. Et on le voit aujourd'hui. Donc je pense que c'est bien de prendre conscience de ça et de se donner les moyens de développer l'agriculture pour pouvoir aller de l'avant et compléter les éléments productifs de la nation. Ce n'est jamais négatif. On va passer au chiffre du jour, mais on reste dans le même sujet, puisque le chiffre du jour, c'est 2,1 millions de dollars. C'est la valeur du projet pilote que vient de lancer le Mali dans le secteur aquacole. Malik, que vous inspire ce chiffre ? C'est une bonne chose, hein. C'est un chiffre conséquent et ça permettra, je pense, à beaucoup de jeunes de se lancer dans ce domaine-là qui est très rentable, hein, l'aquaculture. Pour un pays
comme le Mali, qui est un pays relativement enclavé et qui n'a pas d'accès à la mer, c'est une opportunité formidable pour de nombreux jeunes et de profiter finalement aussi de certaines caractéristiques naturelles comme le fleuve Niger. Donc il y a des domaines comme ça qui peuvent permettre au Mali d'être leader dans la région pour exporter, pourquoi pas dans la région et peut-être au-delà, mais il faut un débouché maritime bien sûr, ces produits aquacoles. Donc c'est une bonne chose et ça permettra au Mali, qui souffre terriblement de sa situation politique, de relancer son économie. Daouda ne peut que saluer cette initiative. Oui, on peut que saluer tout en restant prudent, à mon avis, parce que d'après ce que je comprends, c'est l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes. Et quand on voit d'autres expériences, notamment, on peut prendre le cas du Sénégal, où un certain nombre de financements ont été accordés dans le passé à des jeunes qui, finalement, au lieu de développer comme il faut leurs entreprises, ne l'ont pas fait, n'ont pas remboursé. On n'a pas pu dupliquer pour redistribuer ces financements à d'autres jeunes pour créer une sorte de multiplication des initiatives. Donc c'est bien ça le problème. J'espère que ça va être des entreprises rentables pour que les gens remboursent et que cet argent soit redistribué à d'autres jeunes. Merci Daouda d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous également Malik. Merci à vous Amira, ce fut un plaisir. Et merci à vous Monsieur Mbajoum, je rappelle que vous êtes écrivain, chercheur. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, c'est toujours un plaisir d'être là puis de pouvoir apporter ma petite contribution à la connaissance des problèmes de l'Afrique et du monde. Plaisir partagé, c'est donc la fin de cette émission Malafricaine Zoom. Ce n'est pas fini puisqu'on se retrouve demain avec un dossier du jour consacré aux municipalités qui doivent faire face à la problématique des marchands ambulants. À très vite.